C'est à Christophe Pirenne, qui est musicologue et professeur à l'Université de Liège, que revient la lourde mais tellement passionnante charge de discuter de manière critique, justement, selon son propre point de vue aussi, les communications de l'équipe. Voilà, ben oui, merci beaucoup. C'est à mon tour de faire un peu de fusion après tout ce que vous en avez entendu. Et donc, ben voilà, moi je voudrais effectivement d'abord remercier Emmanuel pour son invitation parce que je suis extérieur au projet Global Mus et donc pour moi ça a été vraiment un plaisir extrême de découvrir les travaux qui ont été menés parce que ça entre en résonance avec toute une série de choses que je lis très très fréquemment dans le domaine qui est le mien, à savoir l'étude des musiques populaires et du rock en particulier. Et donc je pense que les nouveaux terrains de recherche, les nouvelles hypothèses, elles viennent un peu confronter, elles viennent un peu conforter parfois des théories qui n'existaient ou qui n'existent, me semble-t-il, qu'à l'état d'hypothèse ou qui s'appliquent alors à des répertoires qu'on connaît un peu mieux que ceux que vous avez envisagés. Et donc la première hypothèse qui me paraît tout à fait confirmée, c'est l'hypothèse de cette modernité multiple qui avait été soulevée par Shmuel Eisenstadt à la fin des années 90 lorsqu'il parlait de la civilisation européenne. Et donc j'imagine que cette modernité multiple, on en est tous convaincus après les exposés qu'on a entendus cet après-midi. Alors dans l'espèce de synthèse que je voudrais proposer, j'ai d'abord une remarque qui concerne la méthode ou les méthodes qui ont été utilisées. Je me suis aperçu donc en croisant les disciplines dans des domaines qui sont aussi protéiformes que ceux qui ont été choisis, on constate que tous les membres de l'équipe ont opté pour une méthodologie qui est souvent proche de la méthodologie pour certains c'est peut-être un gros mot, mais qui se rapproche plutôt des cultural studies, me semble-t-il, puisque pour tous analyser les répertoires, c'est un peu envisager l'imbrication d'un ensemble assez complexe de paramètres dans lesquels chacun de ces paramètres a à la fois un poids très variable et très fluctuant. Et donc je crois que dans les méthodes que j'ai vues ou que j'ai cru apercevoir, c'est qu'on est assez proche d'une création musicale qui avait été présenté par Richard Middleton comme ce qu'il appelait une articulation. Et donc Richard Middleton avait parlé de cette articulation de paramètres très très différents dans un ouvrage qui s'appelait Studying Popular Music. On est aussi très très proche de ce que Kofi Agawu avait fait notamment pour la première période viennoise, donc Mozart, Haydn et Beethoven, et il avait développé le concept de Universe of Topics, c'est-à-dire qu'il recensait toute une série de signaux musicaux, toute une série de topoi, qui pour les amateurs de l'époque étaient immédiatement identifiés comme étant caractéristiques ou comme possédant des caractéristiques tout à fait singulières. Et plus récemment, dans cette approche un peu de cultural studies, on peut citer aussi les travaux d'Alan Moore qui avait parlé, lui, d'idiolecte pour parler de toutes ces reconfigurations, c'est-à-dire les caractéristiques spécifiques qui permettent d'identifier un genre comme genre à part entière. Ou alors, on peut citer encore plus récemment, il y a quelques mois, publié dans Popular Music, les travaux de Austin Emielu, un Nigérian, qui parlait, lui, de reconstructionnisme, c'est-à-dire de la manière dont se reconfigurer sur un territoire donné toute une série d'influences extrêmement diverses et variées. Alors, dans tous les cas, les œuvres, les parcours d'artistes que vous nous avez brossés, les répertoires sont envisagés donc comme des lieux où s'articulent des facteurs qui viennent d'une culture donnée, ce sont les idées, les expériences, la conscience artistique évidemment des créateurs, mais il y a aussi, si j'étais marxiste, je dirais, il y a aussi des facteurs superstructurels, c'est-à-dire l'économie, la technologie, la classe sociale, la répartition géographique. Et donc, en d'autres termes, ce que j'ai particulièrement apprécié là-dedans, c'est que vous proposez des analyses synchroniques qui envisagent d'un côté l'autonomie relative des éléments artistiques, donc là, les musiques et le texte évidemment, mais d'autre part, vous associez ces éléments-là au contexte social, politique, économique, culturel, religieux, tout en tenant compte et tout en prenant en compte la position sociale des acteurs, leur appartenance à une classe particulière qui est définie par l'âge, par le sexe, par l'ethnie, la nationalité, le parcours personnel, etc. Et donc, j'aimerais savoir, enfin, ma première question qui s'adresse peut-être plutôt à Emmanuel, mais à vous qui avez participé, serait un peu de savoir est-ce que le projet a d'abord été porté par une méthode commune. Donc est-ce qu'il y a eu d'abord des réunions préliminaires pour savoir comment vous alliez aborder les différents objets, les différentes personnes, les différents genres que vous alliez envisager. Donc est-ce que vous avez décidé d'aborder les artistes
les répertoires de la même manière pour essayer d'avoir une sorte de cohérence ou de résonance ultérieure, ou est-ce que c'est simplement une communauté spirituelle et parce que ce sont des objets un peu similaires, vous êtes tous à peu près tombés sur des modes de fonctionnement similaires. Donc ça, c'était pour une remarque plutôt méthodologique. Ma seconde remarque concernera plutôt le fond et concerne plutôt les résultats. Et la chose qui, moi, m'a le plus frappé, sans doute en vous lisant et en vous entendant tout à l'heure, c'est que c'est l'existence presque universelle d'un phénomène qu'on documente depuis une dizaine d'années et qu'un critique anglais a appelé la rétromanie. Et donc cette rétromanie, dans presque tous vos travaux, ce que j'ai lu, c'est que tout se donne à entendre une référence au passé, une volonté de revenir à l'histoire, à un patrimoine national, régional, etc. Et donc on l'a découvert dans le travail de Marina Cagnardo, par exemple, qui porte sur ces groupes qui revivifient le tango chanson. C'est une observation qui a été aussi formulée par Didier Francfort dans son analyse des répertoires qui viennent de l'ancien bloc de l'Est. C'est quelque chose que Catherine Servan-Schreiber vient de nous montrer avec cette espèce d'Éthiopie mythifiée qu'elle retrouve chez Gigi Shibabao. Alors, cette rétromanie, elle n'est évidemment pas uniforme, mais elle participe à un ensemble de motivations qui s'interpénètrent. Et donc, comme l'écrit un des paroliers de l'Orchestra Typical Fernandez Fierro, donc il y a dans cette rétromanie une volonté d'expérimenter sur des répertoires qui sont connus. Il y a aussi, me semble-t-il, le fait d'opposer une sorte de résistance culturelle à la mondialisation, c'est ce qui est dit, ou en tout cas c'est ce que le responsable du groupe disait de manière textuelle, ou comme les mopies que vous évoquiez tout à l'heure, c'est sans doute une forme de résistance face à des catégories qui sont imposées de l'extérieur. Alors, cette rétromanie, me semble-t-il, elle s'explique par un second facteur, c'est le phénomène de rattrapage qui a été mentionné, mais un phénomène de rattrapage qui, on vient de l'entendre, doit être un phénomène de rattrapage qui s'explique par des phénomènes politiques ou technologiques, mais qui doit être, on vient de l'entendre, tout à fait nuancé. Une troisième raison qui explique, me semble-t-il, la rétromanie, c'est une sorte de nostalgie qui rappelle ce qui a existé en Occident au moment de la constitution des États-nations. Et donc c'est au moment où chez nous on construisait de nouvelles entités politiques qu'on a vu revivifier toute une série de paradis perdus dans le passé même de la région ou dans le pays concerné. Et donc ce qu'on revivifie, c'est une sorte de paradis perdu que des dominations, que des colonisations auraient apparemment englouti, mais que la mémoire collective aurait pu préserver ou aurait pu conserver vivant. Et donc cette appréciation d'un passé glorieux qui a été déformé à de très très nombreuses reprises est souvent représentée dans ce que vous nous montrez de manière assez idéalisée, me semble-t-il. Du coup, le passé qui est convié est évidemment très différent en fonction des territoires que vous avez observé, puisque ça peut être un passé plutôt lointain, c'est évidemment le cas, enfin lointain, tout est relatif dans le domaine des musiques populaires évidemment, mais c'est un passé lointain notamment dans le cas du tango chanson, puisque, aussi bien que dans les pays de l'ancien bloc de l'Est, puisque la période qui ramenait, c'est celle de l'entre-deux-guerres notamment, c'est-à-dire une période pendant laquelle ces pays brillaient sur la scène internationale. C'est peut-être aussi un passé plus proche qui est convié, comme dans l'Orchestra Typica que j'ai déjà cité tout à l'heure, où là ce sont des sources rock plus récentes, des années 70, 80, voire plus récentes, avec des technologies de production, des sonorités qui viennent du rock. Et même dans le cas de l'Orchestra Typica, ce qui m'a fasciné dans une vidéo que j'ai vue, c'est que sur cette musique-là, ils ajoutent des pratiques du heavy metal et donc ils font sur leur bande de néon du headbanging. Et donc ce qui est assez évidemment surprenant comme mélange culturel. Et enfin, cette rétromanie, elle est aussi, et là on en a nous-mêmes été les acteurs, elle était effectivement facilitée par les nouvelles technologies numériques. Ce qui était avant presque impossible d'accès, évidemment, est aujourd'hui rendu tout à fait ce qui était inaccessible pour des raisons politiques, culturelles à nouveau, ou technologiques, est désormais aujourd'hui à la portée de quelques clics. Et du coup, il me semble que le phénomène a peut-être été accentué par la numérisation. Alors, ce qui m'a surpris ou étonné, c'est que cette rétromanie, cet archéologisme, il est universel. Et donc, c'est une tendance qui est très très lourde aujourd'hui, même dans les musiques populaires actuelles. Et on a vu émerger ça au tout début des années 90.
Et j'avais repris une citation qui me paraissait un peu exemplaire et qui va conduire à une question que je voudrais vous poser aussi. C'est le guitariste d'un groupe qui s'appelle R.E.M., que vous avez connaissez sans doute tous. Et au début des années 90, voilà ce qu'il dit du rock'n'roll. Il y avait une telle variété de genres et de styles que créer une nouvelle musique devint pour certains un acte d'archéologie musicale opposé à l'acte traditionnel d'innovation. Un grand groupe de rock n'avait plus seulement besoin d'un chanteur sexy, d'un grand virtuose ou d'un truc de marketing branché, il devait aussi comporter un historien de la musique pop. Et donc ma question c'est, parmi les personnages que vous avez rencontrés, est-ce qu'il y en a effectivement qui sont, puisqu'ils se réclament du passé à plusieurs reprises, est-ce qu'il y en a qui se présentent comme des collectionneurs? Est-ce que certains d'entre eux sont des historiens? Ou est-ce que ce sont simplement un peu des postures orales en disant voilà on doit faire ça? Mais est-ce qu'il y en a qui concrètement ont établi des collections, ont établi des références pour trouver ou pour s'inspirer des répertoires qu'ils mettent en œuvre? Troisième remarque que je voulais faire, ça c'est vraiment, j'enfonce une porte, enfin c'est même pas enfoncé, parce que donc c'est ce côté, cette universalisation des fusions ou des hybridations. Donc dans le domaine artistique, c'est un truisme, ça remonte aux origines de l'humanité, et on peut dire ça du chant grégorien comme du tango, du chanson, etc. Je pense que cette universalité des fusions, elle est là. Mais ce qui m'a frappé dans les fusions que vous avez évoquées, et ce qui leur sort dans ces fusions actuelles, c'est, me semble-t-il, la rapidité avec laquelle elles se produisent, la rapidité avec laquelle les codes sont intégrés, les codes sont subvertis, les codes sont réorientés, avant même que des répertoires ne soient fixés, avant même qu'on ne recommence à parler d'un genre, on s'aperçoit qu'ils sont déjà redétournés, qu'ils font l'objet de réhybridation, enfin, même si la terminologie est elle aussi sujette à caution, comme Esteban Bush l'a rappelé à plusieurs reprises. Et donc, ben oui, les mopies que vous avez présentés tout à l'heure sont, à mon sens, des choses qui sont particulièrement représentatives, avec des associations de répertoires qui montrent des assemblages de briefs préexistants ou des choses qui sont ultra contemporaines, et donc ça vient d'être composé, c'est dans les hit parades, et puis sans doute que quelques mois après, ça se retrouve déjà. Donc la rapidité de ces réformes de code me paraît importante. Et d'autre part, ce qui me semblait aussi étonnant, c'est que ces fusions, elles ne reposent pas explicitement sur une quête d'aspiration à l'universalité. Ça nous impose d'abandonner cette idée un peu romantique, comme quoi la création, c'est effectivement une création qui a une vocation universelle, mais au contraire ici, on se base sur une fusion qui vise à une quête de singularité plutôt. Donc c'est l'authenticité des sources, c'est la simplicité des approches, c'est la valorisation des circuits artisanaux, et tout ça parfois en dehors de toute forme de commercialisation. Donc on est très très loin de ce qui ont été pendant des siècles les critères d'évaluation de l'art occidental. Et donc l'œuvre belle aujourd'hui, ce n'est plus évidemment cette œuvre qui était analysée, servie en exemple dans les manuels. Alors, quatrième remarque que je voulais faire, c'est l'atomisation ou la tribalisation de la création musicale. Et donc là, je reviens à des choses que vous avez presque tous mentionnées. J'ai été frappé en regardant les vidéos des artistes qui réalisent ces mélanges transhistoriques, transculturels, de voir à quel point ils s'adressaient à des cénacles plutôt restreints. Et qu'est-ce que j'entends par cénacle restreint? C'est que vous parlez de concerts qui se font dans des espaces autogérés, vous parlez de carnavals qui se font dans une ville bien particulière, vous parlez de disques qui se font par autofinancement, et quand on regarde les vidéos que vous mentionnez sur YouTube, on s'aperçoit que le nombre de consommateurs par rapport à la musique populaire, traditionnelle ou mondialisée est relativement faible, et donc il me semble que cette tribalisation, elle participe sans doute aussi au processus d'individualisation que certains d'entre vous ont mentionné. Dès lors, et je me demandais si les conclusions, donc c'est une nouvelle question, est-ce que les conclusions qu'on peut tirer de cette mondialisation discrète, c'est le terme que tu utilisais ce matin en commençant, est-ce que les conclusions qu'on peut tirer de cette mondialisation discrète, est-ce qu'on peut les appliquer ou est-ce qu'on pourrait les transposer à la pop universelle? Donc, entre d'autres termes, est-ce que les remarques que vous avez faites pour des terrains aussi précis, aussi particuliers que ceux-là, pourraient faire office de figure de synecdoque? Est-ce que la partie pourrait valoir pour le tout?
Enfin, le cinquième point que je voulais signaler, c'est peut-être une sorte de... J'ai pu trouver une sorte de localisation, enfin ce que je pourrais appeler une sorte de localisation nomade. Je suis assez frappé dans les parcours personnels par le fait que les hybridations ne résultent pas nécessairement de projets prédéterminés. On est très très loin aussi de la conception occidentale de la création où il y a une réflexion qui préside théoriquement à l'élaboration de l'art, mais dans ce cas-ci, on découvre que les répertoires que vous interrogez, c'est le hasard de rencontres, c'est le croisement avec d'autres artistes, ce sont des voyages, ce sont des déracinements, et donc de nouveau le parcours de Gigi Shibabao qu'on vient de voir qui croise Bill Laswell, celui de Swati Natekar là, qui croise, et ça j'ai dû lire 25 fois pour m'assurer que c'était vrai, c'est bien Danny Briand, le Danny Briand qui fait cette soupe absolument invraisemblable. Ah oui, et donc dans ce cas-là, effectivement, on s'aperçoit que j'imagine que ce n'étaient pas des projets qui sont prédéterminés, mais qui sont vraiment des rencontres. Et donc, dans ces cas-là, le référent géographique initial, la localisation, ne renvoie plus à un lieu imaginaire, mais presque à quelque chose de mythique. Pardon. Donc on renvoie à des choses qu'on n'a jamais véritablement étudiées, mais qui prennent dans l'esprit, me semble-t-il, une valeur un peu mythique. Alors donc pour ces créateurs nomades, il me semble que la récupération du passé va donc de pair avec une récupération de l'espace, et là aussi avec des intentions très diverses. On récupère l'espace et le passé pour défendre un patrimoine original qui semble menacé, on récupère le passé et l'espace pour essayer de moderniser le patrimoine, on récupère le passé et l'espace pour essayer de recomposer la géographie des imaginaires nationaux. Là, l'exemple de Gogol Bordello que vous citiez tout à l'heure est lui relativement bien connu. Et enfin, oui, ma dernière chose, c'est... Non, j'en avais encore deux, s'il me reste juste du temps, mais c'est quelques secondes pour chacune. Deux autres remarques. C'est l'émergence de figures d'omnivores dont plusieurs d'entre vous ont mentionné, aussi bien dans la création que dans la réception. Et c'est déjà une figure qui avait été remarquée, on a cité l'article à plusieurs reprises, je pense, qui avait déjà été remarquée par Peterson au milieu des années 90, et il soulignait qu'on était passé effectivement de la figure de celui qui écoutait une musique particulière ou bien déterminée comme étant une forme de snob, et on passe aujourd'hui à ces figures d'omnivores. Et donc ceux d'entre vous qui se sont intéressés à des questions de réception semblent confirmer un des traits massifs des évolutions du goût liées à la globalisation et le fait que ces auditeurs univores se fassent rares. Mais ma question c'est, notamment, mais Esteban est parti je pense, parce que Esteban se demandait dans son intervention enfin, c'est lui qui soulignait que ce fait que les auditeurs univores se font rares, mais je me demandais si c'était vraiment le cas. Je ne suis pas absolument convaincu parce que vous l'avez tous eu, tout le monde prétend écouter de tout. Et or, je pense que c'est l'affirmation sans doute la plus fausse qui soit, évidemment. Et donc, tous ceux qui ont entendu les répertoires d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pas un seul parmi nous qui pouvait prétendre les maîtriser ou même les connaître, ne fût-ce que de manière superficielle. Et donc, effectivement, est-ce que nous sommes réellement devenus omnivores ou est-ce qu'on est dans un système un peu différent? Et dernière remarque, c'est vos travaux me permettent, me semble-t-il, aussi de valider, dans le domaine de la musique, et je ne voudrais pas m'avancer plus loin, l'idée d'un court XXe siècle. Et donc, vous savez que dans les travaux de l'historien David Hobsbawm, là, il parlait d'un long 19e siècle et d'un court 20e siècle. Et il me semble que les études que vous avez faites viennent avaliser son hypothèse qui a été émise, elle aussi, dans les années 80, c'est-à-dire un siècle qui, pour les historiens occidentaux, d'abord en majorité, avait été arrêté au moment de l'effondrement des idéologies incarnées par la chute du mur de Berlin. Alors, on peut évidemment, est-ce que c'est ça qui m'a fait penser à se dire, mais ça ne vaut pas exclusivement pour le monde occidental, parce que ce basculement, il se fait évidemment au même moment que on voit émerger du point de vue économique tous ces pays qu'on appelait alors les pays émergents, mais on voit aussi que le XXe siècle, il s'achève avec ce basculement technologique qui est celui de la numérisation. Et donc dans les années 90, juste après la chute du mur de Berlin, on voit la numérisation massive qui permet une compréhension, une appréhension très très différente alors de tous les répertoires. Alors, parmi les questions, j'avais des tas de questions de détail, mais j'en ai une très très générale. Mais bon, je ne sais pas si quelqu'un pourrait avoir les réponses.
Donc, je vous renvoie à l'ouvrage de Jacques Attali qu'on cite tout le temps sur bruit, et donc il prétendait dans bruit, je sais bien que c'est vieux et que c'est dépassé, etc., mais son hypothèse de départ, de dire que la musique nous donnait à entendre un monde qui va advenir, et dans les cas ici, elle nous donne surtout à entendre, me semble-t-il, un monde qui est complètement écartelé entre passé, présent, local, global, ville, terroir, etc. Et est-ce que les objets que vous nous décrivez ne sont pas en train de nous décrire, j'ai un deuxième gros mot à sortir, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous décrire une sorte de postmodernisme tardif ? Parce que le fait que toute une des conditions essentielles du postmodernisme, c'est-à-dire les notions de bricolage que vous avez remis en cause, les notions de déhistoricisation des sources, etc., tout ça est explicitement remis en cause alors que c'était considéré comme étant les fondements même de la postmodernité. Et donc, est-ce que ça ne nous amène pas déjà vers autre chose ? Et donc, est-ce qu'on ne serait pas entré dans une sorte de postmodernisme tardif ? Je ne sais pas si on pourrait signaler des choses comme ça. Bon, et puis pour tout le reste, c'est un peu des questions de détail, mais je peux y revenir, mais je pense qu'il faut laisser aussi un peu de temps à l'Assemblée. Donc voilà, désolé d'avoir été un peu long et merci pour votre attention. Merci beaucoup Christophe pour cette discussion critique et surtout prospective, hein, qui est tout à fait passionnante. Alors c'est extrêmement, évidemment, c'est très difficile de répondre à toutes ces questions de but en blanc, même si on travaille depuis 4 ans ensemble sur un certain nombre de problématiques que tu as évoquées. Et, la question de la méthode. Oui, alors je pourrais commencer les questions et le débat en reprenant la première question que tu poses, qui est celle d'une méthodologie commune qu'on aurait élaborée et qui préexisterait à ce projet. Alors, pour ma part, je ne sais pas du tout s'il faut appeler nos réflexions des réflexions méthodologiques. Je pense que ce qui caractérise ce projet, et peut-être pas d'ailleurs qui le singularise, hein, mais qui le caractérise, c'est notre parti pris de travailler à partir du local. Voilà, c'est notre parti pris de travailler à partir de terrain, à partir de lieux, même si aujourd'hui on peut travailler, faire une ethnographie multisituée, donc dans plusieurs lieux. Il n'empêche qu'il me semble, enfin je pense que ça transparaît dans notre réflexion, que la notion de lieu existe bel et bien, et que les gens sont de quelque part, même s'ils voyagent, ou ce sont de plusieurs lieux, et vont se nourrir de ces lieux-là différents, mais enfin la notion de lieu, à mon sens, elle existe, et s'il est vrai qu'un certain nombre de chercheurs se sont posé la question de la fin justement du terrain et de la fin aussi de nos disciplines avec l'avènement de la globalisation, je pense que nos propres travaux empiriques montrent le contraire, ou montrent en tout cas une situation beaucoup plus complexe que celle qu'on a bien voulu, sur laquelle on a communément débattu dans les années 90. Et comme je l'ai dit en introduction, je pense que ce projet a vraiment pensé, réfléchi ensemble la notion d'une nouvelle production du local. Un local qui n'est pas clos sur lui-même il n'a jamais été, au fond. Simplement, il y a eu il y a des courants, il y a des modes d'appréhension du local qui ont été différentes. Mais comment ce local est mis en réseau, comment des individus, comment des groupes, comment des sociétés utilisent, manipulent, s'approprient justement ces outils de la globalisation pour en faire quelque chose qui leur appartient. Et ça, je pense que... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça méthodologie ou pas, mais je crois que c'est ce qui nous a animés tous dans notre réflexion et aussi dans un certain parti pris, en tout cas hypothèse de travail. Pour le reste, je laisse les uns et les autres répondre. Merci. Pour continuer sur ce qu'a dit Emmanuel, je crois que ce qui nous différencie fondamentalement du centre de gravité des Cultural Studies, c'est le terrain. Alors, Cultural Studies, on a tout mis dedans, n'importe quoi, donc c'est très difficile de définir ce que c'est véritablement méthodologiquement, mais
disons que le noyau dur originel des Cultural Studies, surtout dans le style Homi Bhabha, c'est complètement à l'écart du terrain. C'est une réflexion qui est une réflexion abstraite, déconnectée des réalités. Or, je ne pense pas que nous ayons eu, dans mon souvenir et mon expérience du travail dans ce groupe, je ne pense pas que nous ayons eu de méthodologie commune. Et c'est ça d'ailleurs qui était intéressant, c'est que nous avons travaillé en utilisant des méthodologies extrêmement diverses, je pense. Ce qui les relierait, c'est probablement une certaine pratique très lâche de l'anthropologie, et on est quand même plus dans ce domaine-là, avec cet ancrage dans le travail de terrain et cette volonté de partir finalement d'un travail qui est au départ empirique. C'est quelque chose de très classique et sur ce plan-là, on est peut-être très rétro, je ne sais pas, mais partir d'un travail empirique pour collectivement élaborer quelque chose qui soit plus abstrait, plus théorique. Je pense que ça a été très important. Et c'est pour ça que, parler Cultural Studies, pour ça que Jacques Attali, il est impertinent dans le travail qu'on a fait et que sa théorie sur la nature prophétique de la musique, ça fait très longtemps qu'elle ne tient pas la route, elle n'a jamais tenu la route, et nos travaux tendent à prouver qu'il n'y a rien de tel dans les matériaux que nous avons pu étudier. Alors, je ne vais pas revenir ici sur un de mes dadas qui serait de dire que plutôt que la nature prophétique de la musique, il vaudrait mieux parler d'étudier sa fonction possible dans certaines situations de révélateur social. Et là, je crois que ça fonctionne et que ça fonctionne dans pas mal de nos travaux. De la même façon, le postmodernisme là-dedans, à la limite, je crois qu'on n'y a même pas pensé. Enfin, j'ai pas le souvenir que ça soit intervenu dans nos discussions et que ça soit apparu comme quelque chose qui soit intéressant pour nous. En revanche, effectivement, ce qui a été vraiment central, c'est cette découverte progressive de la manière dont, alors là vous avez raison complètement, dans des lieux donnés, à des moments donnés, ce qui pouvait venir de l'extérieur était approprié, intégré, assimilé, transformé pour faire sens localement. Et après ça, ce qui diffère selon les expériences, c'est la possibilité pour ce qui a été resignifié, comme dirait Peter Manuel, ce qui a été resignifié localement, d'être renvoyé dans les circuits internationaux. Ça marche pour certains des phénomènes que nous avons étudiés, ça ne marche pas pour d'autres. Je crois que ça, c'est ça. C'est finalement, pour revenir, alors pour employer un vocabulaire complètement différent, le vocabulaire d'Édouard Glissant, c'est, disons, comment le local est constitué par la relation. Again, my apologies for doing this in English. I'm going to throw a little spanner in the works. Production of the local. Methodology. I think you could look at it this way. The production of the local is not such a new concept, certainly not within anthropology, because ultimately what you can reduce it to is a concern with difference. And that can be spatialized, a spatial difference. It can mean any other kind of difference. But this happens to be a lot about spatial difference. However, I think that raises numerous questions about difference as a sort of central epistemological category of anthropology, or ethnomusicology for that matter. But it also, on a sort of more practical level, it raises a question about what we are leaving out. It seems to me that taking the example of India, for instance, we're increasingly dealing with a situation where entire countries such as India now boast, if you like, a middle class that is about 5 times as big as France, 300 million people perhaps, who have no interest in maintaining their difference whatsoever, who actually like to erase it entirely.
and become like the rest of us, like the French or the Germans or the Americans. And that it isn't confined even to the middle class, actually. You could say discover the same thing in the underclasses, if that's an acceptable term. That is to say, people who are not the working class, who are not in the middle class, but much further below. Say, for instance, in Kigera, in the slum in Nairobi, or in the slums of South Africa, who like to perform hip-hop, say. They want nothing more than getting rid of difference, to be less local. And that's an awful lot of people around the world that we're simply ignoring and actually probably treating with a certain kind of arrogance. And I think so. What I would argue for is that in sort of looking at the production of the local, which is, I think, very good, nothing wrong with it, that we take a somewhat more nuanced and sympathetic view of the way these local practices interact with decidedly non-local practices, and look at how these sort of new universalisms, if you want to call it like that, might actually deserve the same kind of sustained empirical, ethnographic, et cetera, attention. Thank you. Just a word. I'm not so sure that we focused on the production of the local. We focused on local production, which might include local production of the local. Which, you know, that's... Pour poursuivre, désolé en français, cette discussion, c'est tout à fait intéressant. Et je crois que ce projet-là n'a pas envisagé tous les cas de figure et n'a pas eu pour ambition. Hein. Je crois que ce qui nous a tous animés, et vous voyez la variété, enfin il y a une très grande variété de musiques sur lesquelles on a travaillé, avec des situations qui sont très différentes les unes des autres. Effectivement, il y a un certain nombre de sociétés, de groupes, de jeunes ou pas jeunes, qui ne cherchent pas à être différents, mais au contraire à se fondre dans un des standards américains, occidentaux, enfin, d'où qu'ils viennent, peu importe d'ailleurs. Et ça, évidemment, c'est une réalité qu'on observe aussi. Mais il me semble que cette réalité, finalement, est bien étudiée. Enfin, et en tout cas, est relativement étudiée. Et notre parti pris, en quelque sorte, c'était de se situer dans une entre-deux, une faille, je ne sais pas comment il faut appeler ça, entre justement cet hyperlocalisme qui est une production scientifique datée, ces études sur la world music et sur ce désir d'uniformisation qui sont quand même justement dans la littérature anglo-saxonne assez importants, en tout cas du point de vue de la France, et des musiques qui effectivement qui sont importants dans la construction d'identité nationale, par exemple. Par local, on n'entend pas le village, hein, évidemment, ou pas nécessairement le village, mais il y a énormément de musique. Je prends l'exemple du Mali, celui que je connais le moins mal, où il y a une production de musique nationale qui est, dans une production et dans une distribution à une échelle nationale ou qui déborde un petit peu en Afrique de l'Ouest et en même temps qui utilise très très fortement des outils, des imaginaires de la globalisation pour les rapatrier dans une construction identitaire nationale. Donc ce sont ces musiques-là aussi qu'on a finalement privilégiées et qui fait que moi je parle de nouvelles productions du local, un local qui évidemment est à différentes dimensions. Mais évidemment, on n'en fait pas
on n'en fait pas une règle en soi. Et de toute façon, ces situations sont extrêmement à la fois diverses et complexes, dans le sens où on peut parler du hip-hop, par exemple, forme globalisée s'il en est depuis quelques années, et en Afrique de l'Ouest, de manière tout à fait intéressante, à la fois dans un imaginaire américain et dans une appropriation de cet imaginaire. On a des formes de hip-hop sénégalais, malien, burkinabé, ivoirien, et en plus des hip-hop de musique religieuse, de louanges religieuses qui sont rappées, slamées, etc., et qui renvoient là aussi à des situations à la fois sociales, politiques, économiques, très, je dirais pas spécifiques, mais enfin très caractéristiques de la contemporanéité de ces pays-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ouvre le débat. D'autres questions ou des questions concernant les différentes communications, puisque elles n'ont pas été suivies de questions. J'ai effectivement une question sur les communications, même s'il y a plein de choses à discuter. Mais il y a quelque chose qui est flagrant, c'est qu'on a vu beaucoup de choses sur écran qui n'ont pas été abordées dans les communications, et je pense évidemment à l'utilisation du corps. Je pense que c'était particulièrement flagrant dans l'intervention de Denis Constant-Martin, où il nous a décrit les différents paramètres qui, pour lui, constituent ces fameux répertoires. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a très clairement de la gestuelle, du mouvement qui semble central et dont il n'a pas été du tout question. Donc, est-ce qu'on pourrait réintégrer le corps dans la discussion ? Merci. C'est toi qui vas le faire. Très rapidement. Bon, en ce qui me concerne, je dirais que la communication écrite a un peu plus de corps que la communication orale. Bon, là, il fallait faire des choix pour tenir en 20 minutes, ce que je n'ai pas réussi à faire totalement, donc il y a un certain nombre de choses qui ont été... et d'autre part, ce qui m'a guidé également, c'est la façon dont fonctionnent les systèmes de jugement et d'évaluation. Il s'agit de répertoires qui sont présentés en compétition, pour lesquels il y a des juges qui ont des feuilles de notation avec un certain nombre de critères très précis. Et même si la gestuelle du corps est importante, ça n'est pas un des critères principaux qui sont utilisés par les juges pour évaluer une performance en concert. Alors après ça, il faudrait faire effectivement à partir de vidéos un travail que je n'ai pas fait, mais là justement il y a énormément de choses à faire sur ces répertoires qui n'ont pas été faites, qui seraient d'étudier le rapport entre la gestuelle, les assemblages musicaux et les paroles. Bon. Et là, s'il y a des gens qui cherchent des sujets de thèse, des sujets de maîtrise, bienvenue, il y a un énorme travail à faire que apparemment les Sud-Africains ne semblent pas intéressés à faire eux-mêmes. Alors, merci Denis de nous faire la publicité, puisque nous venons de terminer des journées d'études à Montréal qui portaient le nom de, justement, le corps comme signature musicale. Donc, pour nous, le corps est au centre de nos analyses et je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible de définir même, je dirais, une stylistique et une esthétique musicale sans tenir compte non seulement du geste, mais du corps dans sa totalité, incluant justement la danse aussi. Donc, la danse est au cœur de ces préoccupations de notre laboratoire. Mais moi, j'avais une autre remarque, peut-être à l'équipe qui a présenté aujourd'hui. On a beaucoup parlé de processus de production, mais très peu au niveau des processus de réception, les conduites d'écoute, les habitudes d'écoute et aussi les habitudes de consommation. Par exemple, on a vu beaucoup de YouTube, de iTunes, et on sait que tous ces éléments-là sont très présents aussi sur le terrain. Ils sont intégrés aussi par les musiciens qui s'en servent pour se promouvoir. Alors là, on a évoqué tout à l'heure une terminologie que je trouve intéressante, le localisme, je l'ai noté, le localisme nomade, mais on pourrait dire aussi qu'il y a une forme de circulation sédentaire par le virtuel, par le web, par les sites web et par le iTunes et le YouTube. Alors, je pense que là, il y aurait vraiment aussi, il me semble, au sein de votre équipe, une suite à donner autour de tout ce qu'on appelle le virtuel, mais qui est une mise en circulation sans nécessairement faire bouger les acteurs.
et comment on recourt justement à ces outils-là, ça m'apparaît un élément important, outre le corps évidemment, pour la suite de votre équipe, du très beau travail déjà que vous faites, mais... Alors effectivement, je ne veux pas parler tout le monde, mais les communications étaient plutôt effectivement sur les processus de production. On a réfléchi aussi à l'économie de la musique, hein, qui fait qu'il y a des publics, qui fait qu'il y a des modes de distribution et que certains modes de distribution passent bien sûr par Internet, mais je crois que Juan pourrait peut-être mieux répondre que moi, puisqu'il a travaillé plus particulièrement sur... D'accord. Oui, mais j'aurais peut-être un petit commentaire avant sur cette question du local qui a été évoquée, parce que j'ai l'impression, ou en tout cas j'ai un souvenir un petit peu différent du processus méthodologique, dans le sens où alors c'est peut-être moi qui ai interprété les choses comme ça dans le délire de ma thèse, mais... il me semble que cette question du local n'était pas forcément un critère de base dans le départ, mais que plutôt, si je me souviens bien de nos premières réunions au sein de Globamus, c'était la question de la globalisation qui était au fond des discussions. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut la redéfinir? Et là, la catégorie du local est devenu au fur et à mesure un élément central. Bon, effectivement, il était question dès le départ de faire du terrain, mais si j'ai interprété les choses comme ça, c'est peut-être à cause de mon propre travail, parce que dans le cas de la champeta en Colombie, ce travail avait commencé comme une étude d'un corpus virtuel, un corpus hypertextuel, donc rien de plus distant par rapport aux limites géographiques qui délimiteraient une dimension locale, mais dans la réflexion méthodologique sur comment étudier ce corpus a amené à faire du terrain hors ligne. C'était un besoin, c'était incontournable, et c'est là que la dimension locale a émergé. En fait, quels sont les processus, les usages de ces technologies à l'échelle locale, et comment ça produit entre guillemets, une globalité au sens de l'hypertexte. Ceci dit, ce processus d'appropriation technologique était étudié dans un cas précis, la champeta, dans le cadre d'une production musicale, et dans un processus de transformation de modèles économiques à l'issue comme le résultat de l'impact de ces technologies. Bref, ça va. Mais ce qui était intéressant, je pense aussi dans un certain nombre d'enquêtes, c'est que on a noté une forte mobilisation d'outils de la globalisation, dont Internet, pour finalement retourner au local, c'est-à-dire que création de sites web qui pourraient avoir un public absolument international. Au fond, en réalité, le public qui va sur YouTube et qui va regarder ces sites de champeta est majoritairement colombien. Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'il y a vraiment une mise en réseau du local qui produit différemment d'une mise en réseau du local par le global, mais pour une production, une reproduction, une production différente du local. Et c'est ce qui est assez surprenant et intéressant à montrer. Juste une toute petite remarque sur une figure qui est assez fréquente dans la rétromanie, qui articule le local et le transnational. L'âge d'or, c'est l'âge d'or du bon voisinage immédiat. On s'entendait bien, mais quand on était entre voisins, malheureusement, les puissances, les politiques, les États s'en sont mêlés, mais l'âge d'or, c'était le moment où Grecs et Turcs, alors que partout ailleurs où se faisait la guerre, localement, on s'entendait très bien. Donc il y a cette articulation du local et du transnational, qui est accentuée par la rétromanie.
Merci. Oui, c'est vrai que localement, on s'entend bien. Bon, il y a un peu de sorcellerie, mais enfin, on s'entend bien quand même. On se mange entre soi. Non, moi, j'ai deux petites remarques. La première, c'est effectivement cette problématique de la globalisation qui traverse toutes les sciences sociales aujourd'hui, et la philosophie, la littérature et les arts. C'est aussi l'intérêt de cet ANR que de l'interroger et peut-être à ce moment-là d'être sans pudeur sur le fait de se débarrasser peut-être de certains termes. Je pense que le mot globalisation, qui est évidemment la translittération, j'allais dire, de l'anglais, nous pose des problèmes de formulation sur les processus historiques ou les figurations ou configurations historiques de ce qu'on appelle donc globalisation de façon générique. On en parlait tout à l'heure. Ce qui caractérise, à mon sens, la globalisation, c'est précisément son côté événementiel non antérieur. On a des mondialisations, et les mondialisations qui se sont succédées ou qui ont précédé se traduisent ou se caractérisent par une forme de territorialisation, qu'on pourrait décliner de différentes manières. La globalisation, elle prétend, d'une certaine manière, se passer du territoire, et axer finalement sur la circularité, et même sur la vitesse de circulation, voire l'immédiateté, le présentisme dont parlait Hartog, etc., etc. Et du coup, ça m'entraîne à une question aux intervenants, qui est la dernière proposition qui était faite dans l'Axe et qui, me semble-t-il, n'a pas vraiment été abordée, alors qu'elle me paraît très importante, c'est quid des projets politiques de tout cela ? C'est-à-dire que les imaginaires sociaux qu'on a essayé d'élaborer, qu'on a essayé de mettre en musique, si j'ose dire, pas assez en danse, mais en tout cas en musique, qu'est-ce qu'ils portent finalement ? Portent-ils des consciences ? Portent-ils des faits comment on appelle ça, d'entraînement sociaux, de bouleversement ? Finalement, quels sont les projets politiques, ou le projet politique, s'il y a un seul projet politique, qui sont liés à ces phénomènes ? Et par affinité peut-être en tant qu'anthropologue, j'aurais voulu peut-être un peu plus tirer les différentes ethnographies et comptes rendus qu'on a eus aussi sur cette question, non pas seulement de la culture, de l'art, des expressions, des bricolages et des fusions, mais aussi sur finalement qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça agit sur le monde. Voilà. C'est trop vaste ? Je ne veux pas répondre pour Denis, mais... Non, mais la communication de Denis était tout à fait exemplaire à ce titre-là, et celle de Didier aussi, en montrant justement tout ce que ça produit dans une Afrique du Sud post-apartheid, cette identité ambiguë des métis du Cap et toutes ces circulations dans l'Europe de l'Est et la reconfiguration de l'Europe de l'Est. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que disait Christophe tout à l'heure, quand il parlait de la vitesse à laquelle ces processus fonctionnent, ces justement reconfigurations, etc. Et effectivement, je pense que c'est là une des difficultés de notre travail à tous. C'est de saisir dans leur contemporanéité, dans leur immédiateté, ces processus, et d'en proposer une analyse critique et d'en faire un questionnement scientifique. Parce qu'effectivement, pour ne parler que du Mali, il y a énormément de choses qui se sont passées depuis 10 ans et dont on voit aujourd'hui ce que ça a produit, entre autres. Et qu'il a fallu saisir à la volée. Donc oui, on est constamment, enfin il me semble qu'on est constamment en train de travailler ces questions-là qui sont pas simples, parce que justement elles sont là dans l'hyper-contemporanéité. Alors je ne sais pas si on est dans le postmodernisme, mais peut-être, je ne sais pas, ou peut-être ça sera à d'autres de qualifier notre travail. Mais en tout cas, on est, et si ça doit faire une autre caractéristique de ce projet Globamuse, c'est bien son ancrage dans un monde contemporain, je veux dire, dans une actualité, au sens de ce que disait Jean Bazin, dans une actualité de ce qui se passe actuellement. Et ça, je pense que ça a quand même caractérisé nos 4 ans de travaux fortement. Je
voulais dire par rapport à d'abord globalisation, mondialisation, c'est que on peut se demander si finalement ces actes et cette coordination d'actes qui se fait par le réseau, qui se fait par la virtualité, si finalement la globalisation n'est pas en train d'opérer une reterritorialisation. Je pense à la carte assez rock'n'roll que vous nous avez faite de la Pologne, qui est intéressante, mais qui reconditionne une géographie finalement, c'est-à-dire qui construit du territoire, un territoire pas seulement imaginaire, qui est un territoire des pratiques aussi. Et donc je me demande si, à travers les productions culturelles précisément, et la musique tout spécialement, on n'est pas en train d'assister, et qu'il faudrait peut-être prendre comme tel, comme une reterritorialisation, c'est-à-dire une mondialisation effectivement, ou un retour à la mondialisation. Et la question du politique, je voulais simplement finir par là en disant, on le verra la dernière journée autour du religieux, mais le religieux justement, peut-être parce qu'il est le religieux, porte quelque chose à travers ses opérations culturelles et ses productions culturelles d'un projet politique ou de projets politiques. Je voudrais savoir si ce n'est que parce qu'il y a des superstructures ou des structures religieuses que cela se produit, ou bien ça peut se produire aussi en dehors de ces phénomènes. Pardon, excusez-moi d'avoir été... Je vais essayer de revenir très brièvement sur cette question de projet politique. Je crois que, a priori et comme position de principe, il faut être extrêmement attentif à ne pas penser que derrière chaque pratique culturelle, et en particulier pratique musicale ou pratique chorégraphique, se cache un projet politique. Je crois que ça, c'est quelque chose qui ne peut être découvert qu'à l'issue de l'analyse, et à ce moment-là, on peut constater qu'il y a quelque chose. Il est rare qu'une pratique culturelle soit animée au départ par un projet politique, je pense. En revanche, les pratiques culturelles, et c'est là où je reviens à la notion de révélateur, peuvent nous aider à saisir ce qui est en mouvement dans la société, y compris ce qui est en mouvement en ce qui concerne les systèmes de pouvoir, les organisations de pouvoir. Bon, et c'est pour ça, alors pour en revenir aux Cultural Studies, c'est pour ça que je suis extrêmement réticent à toutes les théories qui visent à assimiler la culture populaire à de la résistance. C'est que le terme de résistance devrait être en fait analytiquement banni de notre vocabulaire pour faire place à toute une échelle de positions variées qui vont de l'acceptation à la passivité, au détournement, à la subversion et à l'opposition frontale visant à changer un système politique. Et il y a une gradation là-dedans, et c'est quand on regarde bien la façon dont les pratiques culturelles sont utilisées, je dis bien, et ce n'est pas une question de manipulation, mais c'est une question de constat dans la pratique, la façon dont les pratiques culturelles sont utilisées à des fins politiques, on s'aperçoit qu'il y a toutes ces gradations. Alors si je reprends mon exemple du Cap, ce que les débats en cours à l'heure actuelle, cette querelle des anciens et des modernes, nous apprend, c'est quelque chose sûr. Bon, et après ça, ce quelque chose doit être, je veux dire, on va le trouver dans l'analyse. Mais ça nous apprend quelque chose sur les problèmes d'un groupe de population qui a été isolé du reste par les pratiques du racisme et de l'apartheid au XXe siècle et qui se retrouve aujourd'hui dans une position d'incertitude et de division politique. Parce que le monde dont je parle, ce monde des fêtes du Nouvel An, aujourd'hui, il est en partie, du moins en ce qui concerne un certain nombre des organisateurs, divisé politiquement. L'ANC a essayé d'acquérir le soutien, qui n'était pas donné d'avance, d'acquérir le soutien de certains mouvements et d'autres mouvements, sans adopter une position politique ouverte, se retrouvent de fait plutôt du côté de l'opposition, c'est-à-dire de l'Alliance démocratique. Et alors l'autre facteur qu'il faudrait prendre en compte dans l'analyse sociale, l'analyse sociologique de ces alignements et de ces divisions, c'est l'organisation en gang. Une organisation en gang qui est assez ancienne, mais qui a été bouleversée, renouvelée pour deux raisons, c'est-à-dire les connexions. Alors là, on est aussi dans la mondialisation, dans la globalisation, c'est-à-dire les connexions entre gangs locaux et grands syndicats
internationaux, notamment les triades chinoises, et donc ces relations, et d'autre part, la modification de la nature du trafic des stupéfiants, où on est passé d'un usage, je dirais, quasi rituel et habituel du cannabis à des drogues chimiques qui ont d'ailleurs été au départ diffusées par le gouvernement de l'apartheid pour affaiblir les tentations de mobilisation contre le régime, et à tout ce qui circule aujourd'hui dans le domaine du crack, etc., etc. Donc il y aurait tous ces facteurs-là à prendre en ligne de compte, ce qui fait qu'on ne peut pas, je veux dire, simplement pour dire en 2 mots, quand on considère les pratiques culturelles auxquelles je me suis intéressé au Cap, on ne peut pas parler d'un projet politique, mais on peut parler d'une situation qui a des incidences et des dimensions politiques, mais qui est extrêmement complexe et qui est une situation de division et de contradiction. Pour ne pas exclure l'instrumentalisation de la rétromanie, par exemple, hein, sans que ça soit nécessairement manipulation, il y a bien là un effet politique de la rétromanie. See, again, in English, sorry about that. I wanted to respond to this point you made about nostalgia. I think it was very perceptive, but I'm not quite sure whether you meant the actual works and performances that we learned about or ourselves. The topic global local has been around for quite some time, from the 1980s onwards, and there's a sense now, looking at the preliminary remarks there for today's program, or the conferences program, that seems to envisage a kind of resurgence of the local, right? And I'm kind of curious what that means. Why is it coming back? And why is it coming back with this sort of nostalgic tinge to it that you found, which I agree with. And I do see that very much as being our own nostalgia. And what does that mean? I don't think that this sort of the local and the local culture are really totally novel concepts. I think they've been with us at the very least since the end of World War II. And I think in many ways you could argue that this emphasis on culture, on local culture, is very much a product of the post-World War II global order, in the sense that it's that era that's seen the rise of a lot of liberation movements, the anti-colonial movements. It's seen the early beginnings of the indigenous movement, all of which very much were centered on the notion of gaining national or some kind of other political sovereignty. And that project, obviously in the colonies, led to the emergence of what we now call post-colonial states. In the case of in the indigenous movement, it was kind of less successful. But either way, I think the outcome, particularly now, seems to be the realization that any kind of project that was based on this notion that there would be full sovereignty and equality on a global stage of all these different entities, be they nation state or indigenous communities, has failed. And now that we've realized, or maybe we realized it in the 1980s or a little earlier even, that it has failed, that these projects have failed, culture comes into the picture in a big way, as a substitute. And I think that's where the nostalgia comes in. So you could, I think we should sort of self-critically examine ourselves in asking whether this sort of concern with culture or a new production of the local is actually not really the result of ourselves having given up. Just a thought.
Oui. Je ne sais pas, je n'ai évidemment pas la réponse, mais il me semble que concernant cette question de nostalgie, comme pour tout, c'est un faisceau de réponses qu'on pourrait apporter. Dans ce faisceau de réponses, il y a aussi bien effectivement la globalisation, enfin, l'effroi de la globalisation qui ramène vers cette nostalgie. Il y a des faits commerciaux évidemment en Occident, c'est bien un cas comme celui-là. Et on peut dire aussi qu'il y a aussi la poussée qu'on voit un peu partout sur la planète des régionalismes et des nationalismes. Et donc cette nostalgie, elle est souvent financée elle-même par les États. Je veux dire, je viens de Belgique, je sais ce que ça veut dire de voir cette nostalgie financée par certaines communautés. Mais il y a aussi, vous venez de parler des substituts, il me semble que ça peut aussi être un substitut pour une perte de sens qui peut être religieux, etc. etc. Et donc je crois effectivement que c'est là, mais qu'on a, comme toujours, vraiment un faisceau d'explications à avancer plutôt qu'un seul élément. Voilà. Et tant que j'ai la parole et que j'étais et que vous êtes tout près du micro, c'est vraiment juste un détail. Les moppies, moi je connaissais ça des carnavals hollandais où c'est toujours pratiqué. Et donc, ils font effectivement comme en Afrique du Sud, donc c'est chanté avec ces mélanges musicaux dans le plat dans l'argot de la région en question. Et donc du coup c'est vrai que ça existe pour le carnaval du village X, et puis vous faites 10 km et c'est différent que les moppies. Il y a historiquement une filiation qui paraît tout à fait logique sur ce plan-là. Simplement, ce qui a changé, c'est l'évolution de la langue, c'est-à-dire que... Alors, il y a un répertoire, d'ailleurs, qui s'appelle les Netherlands Liedjes. Il y a un répertoire qui contient encore des paroles en High Dutch, en vieux hollandais, apparemment, que les gens ne comprennent pas ou très peu. Et là, on a, par rapport aux moppies néerlandaises, on a quelque chose qui a été transformé par la langue et par la topicalité du propos des paroles. Puisque là, on a des paroles qui concernent véritablement la vie alors communauté avec énormément de guillemets, mais la vie de la communauté qui participe à ces compétitions. Et après ça, il faudrait regarder beaucoup plus dans le détail les processus d'assemblage des mélodies. Et enfin, dernier élément qui est absolument fondamental, qui a un rapport avec le corps d'ailleurs, qui est absolument fondamental, c'est que ce qui est emblématique, ce qui est la signature, et on retrouve quelque chose que l'ethnomusicologie nous a appris il y a déjà fort longtemps, ce qui est véritablement la signature du répertoire, c'est la formule rythmique. Donc, s'il n'y a pas cette formule rythmique, on n'est pas dans le répertoire. Et c'est la formule rythmique. Donc, tout doit être, tout ce qui est assemblé, tout ce qui est composé, tout ce qui est écrit comme parole, doit se retrouver calé sur cette formule rythmique-là, avec des variations de tempo, mais ça ne change pas la formule rythmique. Oui. Je me souviens plus des rythmes que j'ai entendus. Oh non, mais bon, là, il n'y a pas de risque avec les rythmes néerlandais. Je vais donner la parole. Merci. Du coup, moi, je voudrais plutôt réagir par rapport à des remarques que Christophe a fait. Et tout d'abord, vous remercier pour cette lecture, disons, des textes si différents, mais où vous avez trouvé des choses très intéressantes à dire et des choses en commun aussi. Mais je pense que ça viendra aussi des sujets dont on a parlé récemment. Alors moi, je suis d'accord avec cette idée de figure d'omnivore ou d'archipel, peut-être pour reprendre un concept qui était dans un des textes. Et dans le cas de ma recherche, j'ai trouvé que les musiciens qui font du tango écoutent plusieurs musiques. Et pour revenir sur une question, alors les publics qui écoutent du tango écoutent également plusieurs musiques. Alors si on s'est concentré sur la question des artistes, c'est parce que c'était un petit peu, et on revient sur la première question, les méthodes, disons, générales et communes, on se concentre sur la question de la création, sur les artistes. Mais du coup, c'est vrai, on est allé au concert, on a vu des publics, on est même du public, il faut le dire. Alors on sait bien qu'on est des omnivores. Et ça ne veut pas dire qu'on goûte tout et n'importe quoi. Alors, je ne sais pas si la question de postmodernité, on peut l'utiliser comme ça, parce que c'est vrai, on peut tout écouter, mais on ne le fait pas. Alors, on a des choix. Alors, c'est ça que je voulais dire. Et c'est pareil pour les praticiens de musique, soit guitaristes, soit chanteurs, soit danseurs.
c'est toujours pareil. J'ai trouvé aussi intéressante cette question de la rétromanie. C'est un petit peu mélangé comme sentiment, mais c'est vrai, la plupart des gens qui font du tango sont d'un côté déçus du rock, et aussi ils ont envie d'avoir quelque chose qui leur appartient, et qui leur appartient dans un sens parfois familier. C'est pour ça que moi je parlais de la chanson des grands-parents et de la chanson qu'on a en tant que porteños, alors qu'habitants de Buenos Aires. Et alors, il y a quelque chose de rétromanie là, mais c'est une rétromanie qui parfois c'est même personnel, c'est pas une rétromanie nationale même. Du coup, vous avez demandé si est-ce que quelqu'un s'est auto-défini en tant qu'archéologue. Moi-même, j'ai fait une citation d'un des chanteurs qui dit « On était comme des archéologues, on a dû écouter des choses du passé pour faire ce qu'on fait maintenant. » Et du coup, plusieurs de ces chanteurs, ils sont eux-mêmes des collectionneurs de disques anciens, et sinon ils sont associés à des collectionneurs pour changer des avis, pour écouter des disques qu'ils n'ont pas, mais également avec la question de la technologie. Aujourd'hui, je pense que les nouvelles jeunes, ils écoutent surtout sur YouTube ce type de chansons anciennes. Et finalement, sur la question de la tribalisation, c'est tout à fait vrai. Alors, ça fonctionne dans un petit groupe, petit pour dire par rapport à des consommations plutôt mondialisées, mais ils sont des réseaux très serrés. Moi, j'ai parlé sur la question de l'autogestion, où on jouait dans un endroit qui appartient à un orchestre typique, ou dans un bar qui est normalement géré par un chanteur, mais où on fait des concerts, différents types de groupes de tango. Alors cette question des groupes petits, c'est tout à fait comme ça que ça fonctionne. Et du coup, une dernière information que je n'ai pas eu le temps de vous raconter, mais avant de partir, j'ai demandé à la Chambre de commerce, disons, phonographique en Argentine, pour les disques les plus vendus de l'année dernière. Alors, parmi les 100 disques les plus vendus, combien de disques de tango vous pensez qu'il y avait? Pas de tango jaune, hein? Alors, combien de disques de tango jaune il y avait? 10? 1? Bon, aucun. Et du tango, combien de disques les Argentins achetaient du tango l'année dernière? Parmi les 100 plus vendus disques? 0. 10? 20? Non, bon, aucun. Alors, les 100 disques les plus vendus en Argentine, ils ne sont pas des disques de tango. Non, bah oui. Alors, on est dans un phénomène un petit peu à côté, mais c'est quand même un phénomène. Oui, simplement pour dire qu'au Québec, on a beaucoup de chemins inverses. On retrouve des retours aux sources ou des nostalgies ou des rétros et tout ça, mais il y a également le cas de la bottine souriante que Guillaume, tu dois connaître, certainement Bob aussi. La bottine souriante, qui est un groupe qui s'appelait, dans les années 70, moi je les côtoyais, et sur les étiquettes de disques, que vous avez abordé, les étiquettes de disques, on marquait « Musique folklorique du Québec ». Dans les années 80, on s'est appelé « Musique traditionnelle du Québec ». 85, néo-trad ou trad, trad et néo-trad. Et cette année, on est allé voir chez les disquaires, et ils étaient dans quelle catégorie? World Music. Voyez? Donc, on a déconstruit l'image ou l'imaginaire social du groupe, voire même l'identité même du groupe, à tel point que certains membres du groupe ont quitté la bottine souriante dans les années 90 parce qu'on intégrait justement des djembés, des tablas, et ça a complètement changé l'identité sonore musicale du groupe. Donc, nostalgie, certes, mais il y a aussi l'inverse qui existe, et ça, je trouve que c'est aussi très intéressant et important de voir ce genre de parcours dans votre projet.